C'est intéressant parce que, finalement, les Européens avancent moins divisés et plus unis qu'on ne pourrait l'imaginer, sur la question russe. La question russe, c'est un des sujets les plus clivants en matière de politique étrangère pour les Européens. On sait bien que les Européens, les États membres, ont des intérêts très différents dans leurs relations avec la Russie et clairement, l'Allemagne ou la France n'ont pas ni la même relation, ni les mêmes intérêts à développer une relation avec la Russie que des pays dans son immédiat voisinage. On peut penser aux pays baltes, par exemple, à la Pologne, à la Roumanie, voire à la Finlande ou à la Suède. Malgré ces différences d'intérêts qui ont toujours existé, il est intéressant de voir que face à la menace russe vis-à-vis de l'Ukraine, les Européens arrivent plutôt unis, en tout cas dans leur position face à cette menace. Ça s'était déjà incarné la semaine dernière lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union, qui s'étaient entendus sur un ensemble de 10 propositions, ce qu'ils avaient un peu pompeusement présenté comme le décalogue de Brest, mais qui rappelait des fondamentaux, notamment l'importance des accords d'Helsinki, de la Charte de Paris, sur l'organisation de l'architecture de sécurité européenne, mais aussi du refus de cette notion de sphère d'influence russe qu'essaye de pousser aujourd'hui la Russie pour redéfinir l'architecture de sécurité européenne. Et donc, en début de semaine, les Européens se sont entendus pour formaliser en fait cette position et donc ont rappelé cette position et ce rejet d'une grande partie des exigences russes. Donc, un accord sur la position et sur la position à tenir face à ces exigences de la Russie. Par ailleurs, le même jour, donc lundi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait la proposition que l'Union européenne renforce son aide bilatérale, son aide macro-financière auprès de l'Ukraine, en la montant à 1,2 milliard d'euros, puisque les besoins de financement de l'Ukraine montent considérablement avec justement la montée des tensions à ses frontières. Donc oui, il y a une unité des Européens, une certaine unité dont on peut se féliciter, et je pense que le cas de la France est à ce titre intéressant, puisque quand vous reprenez le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen, un certain nombre de nos partenaires ont pu tiquer sur le fait que Emmanuel Macron appelle les Européens à s'entendre entre eux sur une position sur la redéfinition d'une architecture de sécurité en Europe avant d'aller en parler avec nos alliés de l'OTAN et de le proposer à la négociation avec la Russie. C'est vrai, il y a cette insistance qui est faite sur l'importance de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, notamment en matière de politique étrangère, avec la nécessité d'avoir une voix européenne propre dans la relation avec la Russie. Et dans le même temps, cette annonce de la disponibilité de la France pour renforcer sa présence militaire dans les pays d'Europe centrale et orientale, et en particulier sur la disponibilité de la France pour déployer des forces en Roumanie dans le cadre d'une mission de l'OTAN. Donc on est vraiment sur des positions qui cherchent, même pour faire avancer des points qui sont particulièrement importantes pour la France, cette notion de l'autonomie stratégique européenne, dans une position qui tend à chaque fois à ne pas casser l'unité dans le positionnement face à la Russie. Alors, les Européens sont relativement unis dans leur positionnement face aux Russes, et je prendrai un exemple qui est celui des sanctions. Je vous rappelle que depuis 2014, l'Union européenne a des sanctions qui sont assez lourdes vis-à-vis de la Russie suite à l'annexion de la Crimée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 2014, ces sanctions ont été renouvelées de nombreuses fois, qu'elles sont renouvelées à chaque fois à l'unanimité, et donc qu'il aurait suffi d'une voix d'un seul État membre pour mettre fin à ce régime de sanctions. Or, pas une voix n'a jamais manqué au renouvellement de ce régime de sanctions, ce qui, là encore, renforce cette unité des Européens dans l'approche de la Russie. Pour en revenir à la question de la dissuasion vis-à-vis des menaces russes aux frontières de l'Ukraine,
Cette unité, bien sûr, elle n'est pas parfaite. Et elle n'est pas parfaite sur les moyens à disposition des Européens et les moyens qu'il faut déployer pour dissuader la Russie d'envahir potentiellement et d'agresser ou de déstabiliser l'Ukraine. Un certain nombre de nos alliés au sein de l'OTAN et quelques États au sein de l'Union européenne, je pense aux pays baltes, ont décidé de fournir des armes à l'Ukraine. Les 3 États baltes ont fourni des missiles à l'Ukraine, de même que les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Turquie ont pu mettre à disposition du matériel militaire pour l'Ukraine. C'est beaucoup moins clair pour un certain nombre d'autres pays. 2 pays ont fait très clairement savoir qu'ils ne livreraient pas d'armement à l'Ukraine. Il s'agit de l'Allemagne et il s'agit de la Suède. On remarquera à ce titre que c'est 2 pays qui ont un régime d'exportation d'armement qui est particulièrement strict et qui ne leur permet pas d'exporter des armements vers des zones de conflit, d'une part, mais d'autre part, alors que beaucoup d'analystes ont pu critiquer ces positions comme étant le reflet d'intérêts purement nationaux, il me semble qu'en fait, il devrait y avoir la place pour un débat qui est légitime sur les moyens qui sont nécessaires et qui sont pertinents pour assurer la dissuasion vis-à-vis de la Russie. Et clairement, la question de la livraison d'armements au gouvernement ukrainien doit faire partie de ce débat. Si aujourd'hui les Européens avancent en ordre dispersé et adoptent des politiques nationales qui sont distinctes sur ces questions, c'est avant tout parce qu'il n'existe pas de position commune et de politique commune au sein de l'Union européenne sur cette question. De même qu'il n'en existe pas au sein de l'OTAN. Donc il ne faudrait pas confondre ce qui relève des intérêts de la défense d'intérêts purement nationaux et donc en fait d'une faille à l'unité européenne, d'un débat qui est légitime sur les moyens de la dissuasion. Ce qui renvoie à une autre question qui est les Européens et leurs alliés au sein de l'OTAN sont-ils prêts à utiliser, à recourir à la force armée en cas d'agression russe sur l'Ukraine? Et très clairement, ils ont fait savoir, les Européens et les Américains, que le recours à la force armée n'était pas sur la table. Ce qui est à garder en mémoire quand on voit par exemple le renforcement des moyens de l'OTAN, des Américains mais de leurs alliés en Europe centrale et orientale, qui n'a pas vocation donc à anticiper une opération armée en cas d'agression russe, mais plutôt à donner des gages de solidarité et à des réassurances de sécurité à nos alliés d'Europe centrale et orientale qui sont membres de l'UE et ou membres de l'OTAN. Alors tout d'abord, il faut noter que les Américains ont fait cette annonce et à la suite de cette annonce, le Royaume-Uni, l'Allemagne ont fait de même, mais globalement, au niveau des institutions européennes en tout cas, et au niveau du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, qui est l'Espagnol Josep Borrell, il y a un certain scepticisme qui règne au sein de ces institutions quant à la dramatisation des enjeux par nos alliés américains sur la situation en Ukraine. Il y a eu en début de semaine notamment un entretien entre Josep Borrell et son homologue américain Antony Blinken sur les évolutions de la situation, dans lequel notamment Antony Blinken a pu expliquer les raisons pour lesquelles les États-Unis avaient pris cette décision. Il semble en ressortir que pour les Européens, la situation n'a pas changé et que donc rien ne justifie d'adopter une décision similaire. Il est probable que cette décision de dramatisation des enjeux réponde aussi à la volonté des États-Unis d'assurer une grande unité ou la plus grande unité possible au sein de ses alliés européens au moment où justement ceux-ci commencent à débattre, mais parfois aussi à se chamailler sur justement la légitimité de certaines mesures de dissuasion à prendre vis-à-vis de la Russie.